À l'hôpital Virginia Memorial, Camille Dubois, la policière intègre qui a risqué sa vie pour fournir des preuves accablantes contre le département de police d'Oakwood Heights, lutte pour survivre. Grièvement blessée après une attaque brutale dans le parking du commissariat, elle repose dans une chambre sécurisée, sous protection fédérale. Ses agresseurs, des officiers masqués mais clairement liés à l'officier Paul Garnier, ont tenté de la réduire au silence, mais son courage a déclenché une onde de choc. Les vidéos non altérées qu'elle a transmises, montrant Garnier désactivant sa caméra avant d'arrêter Antoine, plantant de la drogue dans sa Cadillac et orchestrant une couverture avec Lucas Martin, sont désormais entre les mains de Julien et de Sophie Garnier, la journaliste intrépide. Ces images, combinées aux emails internes révélant les ordres de Lefebvre pour détruire les preuves, sont des armes puissantes, mais leur divulgation est un pari risqué. Sophie, dont l'appartement a été vandalisé et qui vit désormais sous protection, travaille sans relâche pour publier un reportage explosif. Mais la machine de corruption riposte avec une férocité terrifiante. Une campagne de diffamation s'intensifie, peignant Antoine comme un homme instable, souffrant de démence ou de dépendance aux médicaments, tandis que Claire est accusée de complicité dans une prétendue fraude. Ces mensonges, amplifiés par des médias complices, sont une insulte insupportable, une tentative éhontée de salir une famille qui ne demande qu'à défendre la vérité. Dans la maison de Claire, l'horreur atteint un nouveau sommet. Après le vandalisme de leur domicile, où des insultes racistes ont été peintes sur la façade, les enfants, Léon et Amélie, reçoivent des messages anonymes à l'école. « Rentre dans ton pays », lit un message envoyé à Léon, 12 ans, par un camarade influencé par des parents relayant les mensonges de la police. Amélie, terrifiée, trouve une note dans son casier. « Ta famille va payer. » Ces menaces contre des enfants innocents, visant à briser la résistance de Claire et d'Antoine, font bouillir le sang de Marc, qui jure de protéger sa famille à tout prix. Claire, déchirée entre la peur pour ses enfants et sa détermination à soutenir son père, contacte une ancienne collègue, Marianne Leclerc, une avocate fédérale de la Division des droits civiques du département de la justice. Marianne, indignée par les preuves fournies par Camille, promet d'accélérer l'enquête fédérale, mais avertit. Le réseau de corruption est plus vaste que nous ne le pensions. Il touche des politiciens d'État et des entreprises locales. Soyez prudents. Au quartier général de la police, l'ambiance est électrique. Raymond Lefebvre, sentant la pression monter, réunit Garnier, Martin et un avocat spécialisé dans la défense des officiers accusés de mauvaise conduite, Pierre Duval. « Nous devons contenir ceci », ordonne Lefebvre, son visage marqué par l'angoisse. Les motions de Dubois auprès des juges fédéraux risquent de bloquer nos efforts pour effacer les preuves. Garnier, toujours arrogant, propose une solution radicale. Si Dubois disparaît, tout s'arrête. Un accident, une crise cardiaque, personne ne posera de questions. Cette suggestion glaçante, prononcée avec un sourire froid, révèle l'ampleur de leur désespoir. Duval, plus prudent, conseille de renforcer la campagne de diffamation. « Nous avons des contacts dans les médias nationaux », dit-il. Une rumeur selon laquelle Dubois a été censuré pour intimidation de témoins dans sa jeunesse peut créer un doute suffisant. Cette tentative de salir un homme dont la carrière est un modèle d'intégrité est une gifle à la justice, un acte de lâcheté qui attise la fureur de ceux qui luttent pour la vérité. Mais la vérité gagne du terrain, portée par des actes de courage extraordinaires. Émilie Laurent, la sergente qui a secrètement copié des fichiers incriminants, franchit une nouvelle étape. Terrifiée mais galvanisée par l'attaque contre Camille, elle contacte directement Marianne Leclerc, lui remettant une seconde clé USB contenant des enregistrements audio de réunions où Lefebvre et la mère Patricia Dorson discutent de la nécessité de protéger le système à tout prix. Ces preuves, combinées à la vidéo de Mia, la petite fille d'Antoine,
montrant des officiers plantant des preuves lors de la perquisition du domicile de Claire, forment un dossier accablant. Julien, travaillant sans relâche, dépose des requêtes d'urgence auprès de 3 juges fédéraux pour préserver toutes les preuves liées à l'arrestation d'Antoine. Sophie, de son côté, publie un article dévastateur, relayé par des médias nationaux, qui expose la conspiration et déclenche des manifestations devant le commissariat d'Oakwood Heights. Des pancartes brandissant « Justice pour Dubois » et « Fin à la corruption policière » envahissent les rues, tandis que des organisations nationales de défense des droits civiques se joignent au mouvement. Cette mobilisation, bien que puissante, attire une réponse brutale. La maison d'Émilie est vandalisée, des insultes racistes peintes sur sa porte, et elle reçoit un appel anonyme menaçant sa vie. Cette intimidation d'une femme qui risque tout pour la justice est une nouvelle indignité, un acte de barbarie qui fait monter la rage collective. À la Cour suprême, les collègues d'Antoine, initialement réticents à s'impliquer, publient enfin une déclaration unanime condamnant son traitement et l'apparente tentative de couverture. La présidente de la Cour, Evelyn Montgomery, appelle Antoine directement. « Nous sommes derrière vous », assure-t-elle, sa voix teintée de regret pour leur silence initial. Cette affaire menace l'intégrité de la justice elle-même. Ce soutien institutionnel, bien que tardif, redonne espoir à Antoine, mais il sait que la bataille est loin d'être gagnée. Au lac, il reçoit une nouvelle alarmante. Camille, toujours à l'hôpital, a brièvement repris conscience et confirmé que ses agresseurs étaient des officiers qui l'ont accusé de trahir la famille en aidant Antoine. Elle a activé l'enregistreur de son téléphone pendant l'attaque, capturant des voix que les analystes fédéraux travaillent à identifier. Cette révélation, bien que cruciale, met Camille en danger encore plus grand, car les conspirateurs savent qu'elle détient la clé de leur chute. Marianne Leclerc, à la tête de l'enquête fédérale, informe Antoine d'un développement majeur. Le directeur du FBI, Robert Callahan, a officiellement pris en charge l'affaire après avoir examiné les preuves de Camille et d'Émilie. 3 autres officiers de juridictions voisines ont fourni des documents similaires sur des inconduites systémiques, explique-t-elle. Ceci dépasse votre cas. C'est une enquête sur un modèle de corruption dans tout le département. Cette nouvelle, bien que prometteuse, est assombrie par une menace immédiate. Un mandat de perquisition est émis contre la maison de Claire, basé sur des accusations fabriquées de falsification de preuves liées aux médicaments d'Antoine. Marc, furieux, évacue Léon et Amélie vers la maison de sa mère à Maryland, mais découvre que leur école a reçu des appels anonymes suggérant que les enfants sont impliqués dans des activités suspectes. Cette attaque contre des enfants de 12 ans, visant à terroriser la famille, est un acte d'une cruauté indicible, une violation de toute décence humaine qui fait bouillir le sang d'Antoine. Dans un moment de désespoir, Antoine envisage brièvement d'accepter l'accord de non-divulgation proposé par Lefebvre et Dorson pour protéger sa famille. Mais Claire, les larmes aux yeux, le ramène à la raison. « Papa, tu m'as appris que la justice ne plie pas face à l'intimidation, » dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Si tu abandonnes, ils gagneront, et d'autres souffriront comme Samuel, comme Camille, comme nous. » Ces mots rallument la flamme de la résistance en Antoine, qui se tourne vers James Harman. « James, il est temps d'activer notre option nucléaire, » déclare-t-il, son ton chargé d'une fureur contenue. Harman, grave, acquiesce et passe un appel sécurisé à une ligne directe du directeur du FBI, utilisant un canal d'urgence réservé aux menaces contre le pouvoir judiciaire. Cette escalation, contournant tous les protocoles standards, propulse l'affaire au plus haut niveau de la sécurité nationale. Pendant ce temps, au commissariat, Garnier, désormais acculé, se réunit avec 4 autres officiers dans une cabane isolée, loin des regards. Leur conversation, captée par un dispositif de surveillance installé à la hâte par le FBI, est terrifiante.
Dubois doit disparaître, grogne Garnier, ses yeux brillants de haine. S'il avait succombé à sa crise cardiaque en détention, nous n'en serions pas là. Il est encore temps de s'assurer qu'il ne témoigne pas. Cette menace explicite contre la vie d'un juge de la Cour suprême déclenche une réponse immédiate. Le FBI active un protocole de protection judiciaire, mobilisant des ressources supplémentaires pour sécuriser Antoine et sa famille. Mais la tension atteint son paroxysme lorsque Garnier, sentant l'étau se resserrer, tente de fuir. Lors d'une tentative d'arrestation dans la cabane, il se barricade avec ses complices, déclenchant un affrontement armé. Des coups de feu éclatent, blessant 2 officiers fédéraux avant que Garnier ne soit maîtrisé. La perquisition de la cabane révèle une découverte choquante. Des preuves d'un réseau de distribution de drogue opéré par le département de police, utilisant des narcotiques saisis pour alimenter des revendeurs locaux en échange de pots de vin. Cette révélation élargit l'enquête, impliquant des officiers de comtés voisins et des responsables au niveau de l'État. Antoine, sous protection fédérale, est conduit dans un lieu sécurisé pour témoigner devant un grand jury. Escorté par un convoi du FBI prenant des routes détournées pour éviter la surveillance, il entre dans un bâtiment fédéral sous haute sécurité. Marianne Leclerc, l'avocate fédérale, ouvre la session. Juge Dubois, décrivez les événements ayant conduit à votre arrestation par l'officier Paul Garnier, demande-t-elle. Pendant 3 heures, Antoine livre un témoignage précis, sa voix ferme malgré les épreuves qu'il a endurées. Il détaille chaque violation, le profilage racial, la désactivation des caméras, la drogue plantée, les menaces contre sa famille, avec la clarté analytique qui a défini ses opinions à la Cour suprême. Son témoignage, combiné aux preuves de Camille, Émilie et Mia, forme un dossier inattaquable, exposant une conspiration qui s'étend bien au-delà de Oakwood Heights. Les mandats de perquisition s'abattent simultanément sur le commissariat, la mairie et les domiciles de Garnier, Lefebvre et d'Orson. Les systèmes informatiques sont saisis, empêchant toute destruction supplémentaire de preuves. Les dossiers financiers révèlent un réseau complexe de paiements liant la police à des entreprises locales, des politiciens et des organisations criminelles. Lefebvre, confronté à des preuves de comptes offshore et de propriétés cachées, commence à négocier un accord de plaidoyer, trahissant ses complices pour sauver sa peau. Garnier, cependant, reste défiant. Lors de son procès, ses liens avec des groupes suprémacistes blancs sont exposés, ainsi qu'un historique de violence ciblée contre les minorités, choquant même les enquêteurs aguerris. Il est condamné à de multiples peines à perpétuité pour violation des droits civiques, tentative de meurtre sur Camille et trafic de drogue. D'Orson, impliqué dans un schéma de gentrification utilisant la police pour dévaloriser les quartiers minoritaires, écope de 12 ans pour corruption publique. L'enquête aboutit à 73 condamnations, démantelant un système de corruption profondément enraciné. Le département de police d'Oakwood Heights est placé sous tutelle fédérale, avec Camille, désormais rétablie, élue présidente d'une commission de surveillance communautaire. Son leadership transforme le département en un modèle national de transparence. Antoine retourne à la Cour suprême, où il rédige une opinion majeure dans une affaire redéfinissant l'immunité qualifiée des officiers, ouvrant la voie à une responsabilisation accrue de la police. Cette décision, combinée à une nouvelle loi fédérale sur la transparence policière, marque un tournant dans la lutte pour la justice. Mais Antoine reste hanté par une vérité amère. Son statut de juge lui a offert une protection que peu de citoyens possèdent. Sans Camille, Émilie, Sophie et Mia, sans ses connexions et ses ressources, il aurait été écrasé par le système, comme tant d'autres avant lui. Assis dans son bureau, il lit une lettre de Samuel, le jeune détenu battu, qui le remercie pour avoir inspiré son inscription en faculté de droit. « Vous m'avez montré que la justice est possible », écrit-il. Ces mots, bien que réconfortants, rappellent à Antoine le travail colossal qui reste à accomplir. Chaque soir, en visitant la tombe de sa femme Élise, il murmure «
La justice n'est jamais acquise. Elle doit être défendue sans relâche. Les agents du FBI qui le protègent, toujours présents en raison des menaces persistantes, sont un rappel constant du prix de son combat. Mais Antoine, fortifié par sa victoire, est plus déterminé que jamais à transformer son épreuve en un changement systémique durable, pour que personne, quelle que soit sa couleur de peau ou son statut, ne subisse l'injustice qu'il a endurée. Si vous êtes révolté par cette conspiration contre la justice, criez « Égalité pour tous » dans les commentaires et frappez ce bouton like pour soutenir la lutte contre la corruption et le racisme systémique. Si vous croyez que chacun mérite une justice équitable, partagez cette histoire pour amplifier la voix d'Antoine Dubois et de tous ceux qui se battent pour un monde plus juste. Ensemble, nous pouvons changer le système. Rejoignez-nous en criant haut et fort pour l'égalité. L'histoire d'Antoine Dubois, un juge de la Cour suprême confronté à l'injustice raciale et à la corruption, est une puissante leçon sur la résilience, la justice et la lutte contre l'oppression. Ce récit m'a profondément ému, suscitant à la fois une colère face à l'injustice et une admiration pour le courage d'Antoine, de sa famille et des alliés comme Camille et Sophie. Leur détermination à défier un système corrompu, malgré les menaces et les attaques, montre que la vérité, bien que difficile à défendre, peut triompher lorsque des individus s'unissent pour une cause juste. Cette histoire révèle la fragilité de la justice dans une société où le pouvoir peut être abusé, mais aussi la force de la solidarité et de l'intégrité face à l'adversité. Une leçon clé est l'importance de ne jamais rester silencieux face à l'injustice. Antoine, malgré son âge et sa santé fragile, a refusé de plier, inspirant d'autres à agir. Dans ma vie, cela m'encourage à dénoncer les abus, même petits, que je pourrais observer, que ce soit au travail ou dans ma communauté. Par exemple, je m'efforcerai de soutenir ceux qui sont injustement traités en partageant leurs histoires ou en les aidant à accéder à des ressources. Une autre leçon est la valeur de la persévérance. Les obstacles rencontrés par Antoine, des preuves falsifiées aux menaces contre sa famille, auraient pu le briser, mais il a continué. Cela m'apprend à persévérer dans mes propres défis, en restant fidèle à mes valeurs, même lorsque la voie est difficile. Enfin, l'histoire souligne l'impact des actions collectives. Sans Camille, Émilie, Sophie et les manifestants, la vérité aurait été étouffée. Cela me pousse à m'impliquer davantage dans des initiatives communautaires, comme des associations locales ou des campagnes pour l'égalité, pour contribuer à un changement systémique. En appliquant ces leçons, je veux vivre avec courage, défendre la justice et inspirer les autres à faire de même. Si cette histoire d'injustice et de triomphe vous a touché, montrez votre soutien en criant « Justice pour tous » dans les commentaires et en frappant le bouton « Like ». Partagez cette vidéo pour amplifier la voix d'Antoine Dubois et inspirer le changement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune histoire qui donne du pouvoir à la vérité. Ensemble, faisons entendre notre appel à l'égalité. Agissez maintenant.